Elle prêta ses derniers 10 $ à un inconnu à la gare, sans savoir qu'il était millionnaire et qu'il reviendrait changer sa vie. La gare était presque déserte, enveloppée dans la brume grise d'une froide pluie de mars. Des flaques se formaient dans les fissures du quai, et le ciel semblait s'alourdir à chaque seconde. Émilie resserra son manteau autour de son corps frêle, les doigts rougis par le froid. L'entretien d'embauche vers lequel elle se dirigeait représentait un espoir usé jusqu'à la corde, mais c'était tout ce qui lui restait. Ses yeux passaient du panneau d'affichage au billet froissé dans sa main. Elle avait juste le temps. Puis vint la voix. « Excusez-moi. » Les mots étaient doux, hésitants. Elle se retourna, surprise. Un homme se tenait à quelques pas, la pluie trempant les épaules de sa veste fine. Sa barbe était envahie, ses cheveux collés à son front, et ses yeux, bleus, fatigués, presque désolés, plongeaient dans les siens. « Je suis désolé, » répéta-t-il en grelottant. « On m'a volé mon portefeuille. Il me faut juste 10 $ pour un billet de train jusqu'à la maison. Je jure de vous rembourser si vous pouvez me faire confiance. S'il vous plaît. » Émilie cligna des yeux. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Le seul bruit était le bourdonnement lointain d'un train qui approchait et le tambourinement régulier de la pluie sur le toit métallique. 10 $. C'était tout ce qu'elle avait. Dans sa poche, un unique billet froissé, le reste après avoir payé son billet et un café instantané. 10 $ qu'elle gardait pour un petit repas après l'entretien. 10 $ entre elle et le vide total. Elle pouvait s'éloigner. Elle aurait dû s'éloigner. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle l'observa mieux. Ses lèvres tremblaient, ses mains étaient rouges de froid. Mais ce n'était pas seulement son apparence. C'était quelque chose dans ses yeux. Pas d'agressivité, pas de manipulation, juste de l'épuisement, de la tristesse, peut-être même une pointe de honte. Émilie hésita, les doigts serrés autour du billet dans la poche de son manteau. « Vous avez quelqu'un à appeler ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Téléphone éteint. J'ai essayé d'autres personnes. Personne ne voulait parler. »« Et comment savoir si vous ne mentez pas ?» insista-t-elle, méfiante. « Vous ne pouvez pas, » admit-il. « Mais je le jure. Je veux juste rentrer chez moi. » Elle aurait dû s'éloigner. Mais quelque chose en elle, peut-être ce qui restait de la version d'elle-même d'avant la mort de sa mère, avant que tout s'effondre, murmura « Aide-le ». Sans un mot, elle plongea la main dans sa poche et en sortit le billet. Sa main resta suspendue un instant, le cœur battant. C'était insensé, complètement irrationnel. Elle le regarda encore, puis tendit lentement la main. « Je ne sais pas pourquoi, » dit-elle doucement. « Mais je vous crois. » Il fixa sa main comme s'il n'était pas sûr qu'elle soit réelle. Puis il avança presque avec révérence et prit le billet. « Je promets de vous rembourser, » dit-il, la voix brisée. Émilie esquissa un petit sourire. Rentrez juste en sécurité. Il ouvrit la bouche comme pour ajouter quelque chose, mais le train entra en gare, sifflant en s'arrêtant. L'homme hocha la tête, se retourna vite et disparut dans la foule qui montait à bord. En quelques secondes, il n'était plus là. Émilie resta immobile, le vent humide effleurant son visage, l'estomac noué d'incertitude. C'était fini. Ses derniers 10 $ envolés. Elle ne connaissait même pas son nom. Le haut-parleur annonça le départ suivant. Elle vérifia l'heure. Son train était le prochain, sa chance, peut-être la dernière. Elle monta à bord, l'eau dégoulinant des manches de son manteau, et s'effondra sur un siège près de la fenêtre. La pluie brouillait la vitre tandis que le quai s'effaçait derrière elle. Elle ne le savait pas encore, mais cet acte de bonté, donner ses derniers 10 $, fut le moment où sa vie commença à changer. Le lendemain matin du trajet en train, Émilie se tenait devant l'immeuble de bureau où son entretien était prévu, le cœur battant, les cheveux encore humides de bruine. Son estomac grondait, vide. Elle avait sauté le petit déjeuner, non par choix, mais parce que son portefeuille ne contenait plus que des reçus périmés et une vieille photo de sa mère. Elle avait 20 minutes de retard. Le bus exigeait la monnaie exacte, et elle n'en avait pas. Elle avait essayé de marcher, coupant par des rues inconnues, mais la ville était immense, indifférente. Quand elle arriva, la réceptionniste lui offrit un sourire crispé, compatissant. « Je suis désolé, l'intervieweur a une autre réunion. Il faudra reprogrammer. » Émilie tenta d'expliquer. Elle proposa même d'attendre, mais la femme s'était déjà retournée vers son ordinateur.
Elle sortit du bâtiment, les épaules voûtées, les chaussettes trempées claquant dans ses chaussures. Le vent traversait son manteau comme du papier. Pendant longtemps, elle resta là sur le trottoir, regardant les passants pressés, au chaud, au sec, un monde qui avançait avec ou sans elle. Quand elle regagna sa petite chambre louée, un lit simple, une salle de bain partagée et une lumière vacillante dans le couloir, le propriétaire l'attendait devant sa porte. Le loyer était dû il y a 3 jours, Émilie. Je sais. J'essaie, vous avez dit ça la semaine dernière. Je ne peux plus faire d'exception. Donnez-moi jusqu'à vendredi. J'ai quelqu'un d'autre qui prendra la chambre demain. Je suis désolé. Elle ne se battit pas. À quoi bon? Elle rassembla ses quelques affaires dans un sac à dos usé, 2 changes, un téléphone fissuré sans forfait, un livre de poche écorné que sa mère lui lisait. Elle ne pleura pas. Pas encore. Cette nuit-là, elle trouva un coin dans la bibliothèque publique ouverte 24 heures sur 24 du centre-ville. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête. L'air sentait la poussière et le vieux café, et le gardien lui lança un regard las quand elle se recroquevilla dans un fauteuil derrière les rayonnages de non-fiction. La nuit suivante, il lui demanda de partir. Les bancs du parc n'étaient pas doux. Ils étaient en métal, froids et impitoyables. Mais les étoiles au-dessus étaient calmes, et la ville, à sa manière étrange, se taisait après minuit. Elle serra son sac contre sa poitrine et tenta de disparaître. Chaque jour se fondait dans le suivant. Elle cherchait du travail, mais n'avait ni adresse à indiquer, ni numéro où la joindre. Elle passait ses journées à errer entre bibliothèques, refuges et centres d'emploi. Le mot espoir commençait à ressembler à une cruelle plaisanterie. Et pourtant, parfois, au milieu de ces longs après-midi affamés, elle se rappelait son visage, l'homme de la gare, sa voix, ses yeux. Ce moment où il l'avait regardée comme si elle était la première à vraiment le voir. Et pendant une seconde, elle se demandait, avait-elle été naïve? Était-ce stupide de donner ses derniers $10? Elle n'avait plus rien maintenant. Pas un centime, pas un toit, pas de plan, pas de famille. Et pourtant, une paix étrange vivait discrètement dans ce souvenir. Elle avait aidé quelqu'un, peut-être même sauvé quelqu'un. Elle avait fait ce qui était juste, non parce qu'il le fallait, mais parce que quelque chose en elle disait que ça comptait. Mais cette paix était petite, et le froid était grand. Un soir pluvieux, alors qu'elle était assise au bord d'un banc de parc, essayant de sécher ses chaussettes avec les derniers rayons du soleil, un groupe d'adolescents passa. L'un d'eux lança une canette de soda vide dans sa direction et rit. « Trouve-toi un boulot, marmonna-t-il. » Elle ne leva pas les yeux. Cette nuit-là, elle retourna à la bibliothèque, mais les portes étaient fermées. C'était un jour férié. Elle erra dans les rues jusqu'à presque minuit, puis se recroquevilla dans un abri de bus, protégée du vent, mais pas de la peur. Ce fut cette nuit-là qu'elle pleura. Pas bruyamment, pas avec des sanglots, mais avec des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues et disparaissaient dans le col de son manteau. Sa mère lui manquait, sa voix, son rire, sa chaleur. Elle manquait de se sentir en sécurité, connue. Son estomac était vide, mais le creux dans sa poitrine faisait plus mal. Quand le soleil se leva le lendemain matin, il la trouva encore là. Les yeux gonflés, les cheveux emmêlés, le cœur meurtri. Elle avait touché le fond. Il n'y avait plus bas à aller, et pourtant elle respirait encore. C'était un mardi matin quand Émilie la rencontra. Le parc était inhabituellement calme, avec seulement un jogger occasionnel fendant la brume qui s'accrochait encore à l'herbe. Émilie était assise sur son banc habituel près de la statue d'un général oublié, les genoux contre la poitrine, son manteau zippé jusqu'en haut, bien qu'il ne bloque guère le froid qui vivait désormais dans ses os. Elle n'avait pas mangé depuis presque 2 jours. La douleur dans son estomac était sourde, mais constante. Elle s'y était habituée, comme au bourdonnement constant d'un mauvais souvenir qu'on ne peut taire. Puis elle remarqua la femme. Elle était âgée, peut-être 70 ans, mais ses mouvements étaient gracieux. Un châle de laine drapait ses épaules, et dans ses mains gantées, un petit sac en papier brun. Elle marchait avec détermination, mais quand elle approcha du banc, elle s'arrêta et regarda Émilie. « Vous avez l'air affamée » dit doucement la femme. Émilie cligna des yeux, incertaine si on se moquait d'elle ou si on la jugeait. « Je vais bien » murmura-t-elle automatiquement. La femme sourit, gentiment, et s'assit à côté d'elle. Elle posa le sac en papier sur le banc entre elle et l'ouvrit lentement. « J'apporte toujours un supplément chaque matin, au cas où je croise quelqu'un qui en aurait besoin. » À l'intérieur,
un sandwich, des tranches épaisses de pain, un peu irrégulières, mais frais, avec du jambon, du fromage et une touche de moutarde. Émilie fixa le sandwich. « Je ne peux pas prendre ça, chuchota T.L. « Pourquoi ?» demanda la femme. « Votre fierté est-elle plus grande que votre faim ?» Émilie détourna le regard, honteuse. La femme attendit, calme, patiente. Finalement, Émilie prit le sandwich. Ses mains tremblaient en le déballant. La première bouchée lui fit monter les larmes aux yeux. « Merci », dit-elle, à peine capable de prononcer les mots à travers la boule dans sa gorge. La femme hocha la tête. Il y a une soupe populaire sur Monroe Street, à quelques pâtés de maison d'ici. Ils servent le déjeuner, mais il manque toujours de main-d'œuvre. Vous semblez être quelqu'un qui pourrait utiliser un endroit chaud et un but. Émilie la regarda. Vous pensez qu'il me laisserait faire du bénévolat? Demandez Carole, dit la femme en se levant. Dites-lui que Ruth vous envoie. Puis elle s'éloigna. Émilie la regarda longtemps, puis baissa les yeux sur le sandwich à moitié mangé sur ses genoux. Plus tard ce jour-là, elle trouva la soupe populaire. Le bâtiment était modeste, une façade en briques défraîchie avec une enseigne écaillée qui disait « Table d'espoir ». À l'intérieur, l'odeur de soupe aux légumes et de pain cuit l'accueillit comme une vieille amie. Elle demanda Carole. Carole s'avéra être une femme directe d'une cinquantaine d'années, manches retroussées et bloc-notes semblant greffés à sa main. Quand Émilie expliqua que Ruth l'avait envoyée, le visage de Carole s'adoucit. Ruth a l'œil pour les gens qui méritent une seconde chance, dit-elle. Vous êtes prête à travailler? Émilie hocha la tête rapidement. Alors prenez un tablier. Les premières heures furent un tourbillon de tâches. Couper des légumes, essuyer les tables, verser la soupe dans des bols ébréchés. Les mains d'Émilie travaillaient sans réfléchir, mais son esprit était vivant. Les gens entraient, hommes et femmes de tous âges, usés par la vie, mais parvenant encore à sourire, à dire merci. Un homme racontait des blagues en attendant son repas. Un autre proposa d'aider à balayer après avoir mangé. Une petite fille aux cheveux emmêlés tendit à Émilie un dessin fait de crayons et de papier arraché. C'était une fleur. À la fin de la journée, les pieds d'Émilie lui faisaient mal, mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait elle-même. Les jours suivants, elle revint, non pour la nourriture, bien qu'on lui en proposât toujours, mais pour aider. Elle épluchait des pommes de terre, pliait des serviettes, apprenait les noms des habitués. Elle écoutait des histoires pleines de douleur, mais aussi de résilience, de gens qui avaient tout perdu et se présentaient pourtant chaque jour avec de l'espoir dans les yeux. Un soir, après avoir séché la dernière assiette, Carole lui tendit une petite enveloppe. « Juste un petit défraiement, dit-elle. Vous l'avez mérité. » Émilie l'ouvrit. À l'intérieur, 20 $. Assez pour un pass de bus. Peut-être quelques jours de stabilité, mais plus que l'argent, c'était la confiance, la reconnaissance, le sentiment que, peut-être, elle n'était pas invisible. Elle s'assit sur le trottoir, regardant le soleil se coucher derrière les toits, peignant le ciel en orange et or. Et à cet instant, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle ne se sentait plus en chute. Elle était toujours pauvre, toujours incertaine, toujours seule à bien des égards. Mais elle avait trouvé quelque chose, une lueur dans l'obscurité, et elle s'y accrocha de toutes ses forces. C'était un jeudi après-midi tranquille à la soupe populaire. La ruée du déjeuner venait de s'achever, et l'air gardait encore l'odeur du ragoût de tomates et du pain de maïs chaud. Émilie essuyait la dernière table, fredonnant doucement, quand la cloche au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux. Un homme était entré. Il portait un manteau sombre taillé sur mesure, du genre qu'on ne voyait pas souvent dans ce quartier. Ses chaussures étaient cirées, ses cheveux soigneusement peignés en arrière, mais ce n'étaient pas les vêtements qui attirèrent son attention. C'était son visage. Son cœur fit un bond. Quelque chose dans ses yeux, bleus, calmes, étrangement familiers. Il regarda autour de la salle, non comme quelqu'un de perdu, mais comme quelqu'un qui cherchait. Et quand son regard se posa sur elle, il se figea une seconde. Puis ses lèvres esquissèrent un sourire discret. Émilie posa lentement le chiffon, le fixant. Ce ne pouvait pas être, mais c'était lui. Il s'approcha à pas réguliers, s'arrêtant à quelques pieds. « Bonjour », dit-il, la voix chaude, plus assurée qu'elle ne s'en souvenait. Émilie cligna des yeux. « Est-ce que je vous connais ?» Il pencha la tête, le même demi-sourire aux lèvres. « Oui », dit-il.
Ou du moins, vous m'avez fait confiance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et là, tout s'éclaira. La gare, la pluie, le billet de 10 $. Vous, murmura-t-elle. Il hocha la tête. J'étais dans un état lamentable ce jour-là. Trempé, gelé, désespéré. Vous m'avez donné vos derniers 10 $. L'esprit d'Émilie tournait à plein régime. Elle le regarda encore. Vraiment. L'étranger négligé avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un d'élégant, posé, comme s'il appartenait à une salle de réunion, pas à une soupe populaire. Je n'ai jamais eu votre nom, dit-elle doucement. David, répondit-il. David Carter. Elle répéta le nom en silence, comme pour ancrer la réalité. Je suis revenu le lendemain, continua-t-il. Mais vous étiez parti. J'ai vérifié la gare, le guichet. Personne ne savait qui vous étiez. Je ne connaissais même pas votre nom. Je ne pensais pas vous revoir un jour, admit-elle. Il sourit, plus doucement cette fois. Moi non plus, mais je n'ai jamais oublié votre visage. Émilie croisa les bras sur son tablier, encore sous le choc. Pourquoi êtes-vous ici? Je passais dans le quartier et j'ai vu l'enseigne. J'ai pensé m'arrêter. Quelque chose me disait que je devais. Elle n'était pas sûre d'y croire. Personne n'entrait dans une soupe populaire de ce quartier par hasard, pas habillé comme ça. David regarda autour de lui. Vous travaillez ici? Je fais du bénévolat, dit-elle. Ça m'aide à garder la tête hors de l'eau. Il hocha la tête, pensif. Vous m'avez aidé quand je n'avais rien. J'aimerais vous rendre l'appareil. Elle secoua lentement la tête. Ce n'est pas pour ça que je vous ai donné l'argent. Je sais, dit-il. C'est précisément pourquoi je le veux. Un long silence s'installa. Puis il s'approcha, plongeant la main dans son manteau. Il sortit son portefeuille, puis hésita. J'ai apporté ça, dit-il en lui tendant un billet de 10 $ tout neuf pour vous rembourser. Émilie fixa le billet, puis rit doucement, non pas moqueuse, mais incrédule. Elle le prit, ses doigts effleurant les siens. Merci, dit-elle. Il n'avait pas fini. Et plus que ça, ajouta-t-il. J'aimerais vous inviter à dîner un jour, ou au moins à prendre un café. Il y a quelque chose en vous que je n'ai pas oublié. Émilie baissa les yeux sur le billet, puis remonta vers lui. Tout dans ce moment semblait irréel, impossible, comme une scène d'une autre vie. Vous n'êtes vraiment pas celui que je pensais, murmura-t-elle. Il sourit. Non, en effet. Et soudain, elle réalisa quelque chose. Moi non plus. Ils étaient assis face à face dans un coin tranquille d'un café voisin, du genre avec des chaises dépareillées et du jazz doux en fond. Émilie portait encore son tablier de soupe populaire sous son manteau, et ses mains enserraient la tasse chaude que David lui avait commandée. Du thé à la camomille avec du miel. Elle n'avait rien bu d'aussi réconfortant depuis des semaines. David remuait lentement son café, puis la regarda. Vous vous demandez probablement qui je suis vraiment. Elle esquissa un petit sourire. Eh bien, oui. Il plongea la main dans son manteau et en sortit une carte de visite noire et élégante. Il la fit glisser sur la table. Émilie hésita, puis la prit. David Carter, PDG, Novaspark Technologies, fondateur, Fondation Carter. Elle fixa la carte, clignant des yeux. Novaspark? C'est votre entreprise. David hocha la tête. Je l'ai fondée il y a 10 ans. Nous développons des logiciels d'apprentissage adaptatif et des solutions d'IA pour l'éducation. Ça a décollé plus vite que je ne l'imaginais. La bouche d'Émilie s'ouvrit, puis se referma. Elle avait entendu parler de Novaspark. Tout le monde en avait entendu parler. C'était dans les nouvelles, salué pour avoir révolutionné l'accès à l'éducation numérique dans les écoles sous-financées. Elle se souvenait l'avoir lu une fois, quand elle avait encore un travail et un canapé pour lire. Mais, ce jour-là à la gare, j'ai fait une bêtise, finit-il avec un sourire. Je travaillais sur un projet pour notre branche à but non lucratif, la Fondation Carter. L'une de nos initiatives concerne la compréhension du sans-abrisme et la création de meilleurs systèmes pour soutenir ceux qui passent entre les mailles. Je voulais voir par moi-même, vraiment voir. Alors, je me suis mis en immersion pendant une semaine. Pas de portefeuille, pas de pièce d'identité, juste les vêtements sur moi. Il se pencha légèrement. J'avais tout prévu,
sauf me faire voler les poches le premier jour. Émilie rit sous cap. Donc, vous étiez vraiment coincé. Oui, et tous ceux que j'ai approchés m'ont ignoré ou repoussé. Il la regarda, son expression s'adoucissant. Tous, sauf vous. Elle sentit une chaleur monter à ses joues. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous n'avez rien demandé en retour. Vous m'avez donné tout ce que vous aviez, puis vous avez disparu. Ça m'a marqué. Émilie baissa les yeux sur le thé. Je n'essayais pas de faire impression. Franchement, je pensais être naïve. Vous ne l'étiez pas, dit-il fermement. Vous étiez humaine. Vous étiez gentille. Il marqua une pause, choisissant ses mots. J'ai rencontré des gens avec de l'argent, du pouvoir, de l'influence. Mais à cet instant, vous avez montré plus d'intégrité que la plupart d'entre eux ne le feront jamais. C'est pourquoi je vous ai cherché. Je veux vous offrir quelque chose, si vous êtes partante. Émilie leva les yeux. Quel genre de quelque chose? David s'adossa à sa chaise, la voix stable. Je veux que vous travailliez avec nous. Pas chez Novaspark. À la Fondation, nous avons des programmes qui aident des gens comme vous l'étiez autrefois, jeunes, en difficulté, ignorés. Nous finançons des projets menés par la communauté, du micro-entrepreneuriat, de l'innovation sociale, et nous avons besoin de gens avec du cœur, de gens qui comprennent. Elle cligna des yeux, abasourdie. Mais je n'ai pas de diplôme. Je n'ai même pas d'adresse stable. Il sourit. Nous avons embauché des gens avec des MBA et des gens qui vivaient sous des tentes. Ce qui compte, c'est votre histoire, votre résilience, votre volonté d'aider les autres alors que vous n'aviez rien. Émilie s'adossa à sa chaise, submergée. Le poids des semaines passées la rattrapa soudain. Toutes les nuits sur les bancs, la faim, les refus, et maintenant ça. Vous êtes sérieux? Murmura-t-elle. Je ne serai pas là sinon. Elle déglutit difficilement. Qu'est-ce que je ferais? Vous commenceriez par apprendre, vous former. Nous vous installerons quelque part en sécurité, avec du soutien. Ensuite, vous travaillerez avec une de nos équipes communautaires, aiderez à façonner des programmes, peut-être même à en diriger un jour. Pendant un long moment, Émilie ne dit rien. La pièce semblait s'effacer, ne laissant que la chaleur du thé dans ses mains et l'espoir discret qui montait dans sa poitrine. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Dites oui, dit-il avec un petit sourire plein d'espoir. Changeons des vies, à commencer par la vôtre. Elle le regarda, cet inconnu qu'elle avait aidé sans rien savoir de lui, et maintenant assis devant elle comme une porte qu'elle n'aurait jamais cru s'ouvrir. Et quelque part au fond d'elle, quelque chose commença à bouger. Une croyance que, peut-être, elle n'était pas destinée à rester perdue. Elle inspira. D'accord, dit-elle. Et à cet instant, sa vie commença à changer. Le premier jour d'Émilie à la Fondation Carter fut comme entrer dans un monde différent, un qu'elle n'avait vu qu'à travers une vitre auparavant. Le siège était niché dans un entrepôt de briques rénové, rempli de lumière, de rire et du bourdonnement de la collaboration. De jeunes gens se déplaçaient entre bureaux et tableaux blancs, et les murs étaient couverts d'histoires, de photos et de citations de vie transformées par le travail de la Fondation. David la présenta à l'équipe non comme quelqu'un à aider, mais comme quelqu'un qui apportait de la valeur. Cela seul changea tout. Il ne la traitait pas comme un cas de charité. Il la traitait comme une égale, comme quelqu'un dont l'expérience était nécessaire au monde. Au fil des semaines suivantes, Émilie s'immergea dans la formation. Elle apprit la planification communautaire, la rédaction de subventions, la conception de projets sociaux. Elle suivit des coordinateurs sur le terrain, rencontra des refuges pour jeunes, des banques alimentaires, des centres de réhabilitation. Lentement, les morceaux de sa confiance, longtemps enfouis sous le doute et la fatigue, commencèrent à se rassembler. Puis vint le moment où David lui tendit un dossier mince. Votre propre projet pilote, dit-il. Concevez quelque chose qui a du sens pour vous. Nous le soutiendrons. Émilie ouvrit le dossier et vit que sa proposition était déjà tapée, une soupe populaire mobile, un van qui pourrait se déplacer entre les zones mal desservies, apportant des repas chauds et une connexion humaine directement à ceux dans le besoin, comme elle l'avait été. La vision lui était venue lors d'un de ses derniers services à la table d'espoir. Elle se souvenait des nuits passées sur les bancs, de la honte d'entrer dans des refuges à emplacement fixe, de la peur d'être vue. Et si l'aide venait à eux? David y croyait. Le conseil aussi. La Fondation Carter finança le prototype.
Ils lui donnèrent une petite équipe et ils lui donnèrent leur confiance. La première fois qu'elle vit le van fini, peint en bleu ciel avec « projet main ouverte », écrit en lettres douces sur le côté, elle se tint dans le parking et pleura. Sa première nuit à gérer le van, elle se rendit dans un parc qu'elle connaissait trop bien, où elle avait dormi sous une statue fissurée. Ce soir-là, elle servit plus de 100 repas. Mais plus que de la nourriture, elle offrit des histoires, des étreintes, des noms retenus. Elle écouta. Et à mesure que la nouvelle se répandait, son programme grandit. Dans les moments calmes entre la planification des itinéraires et l'épluchage des légumes, Émilie se mit à voir David différemment. Pas seulement comme l'homme de la gare ou le PDG qui avait changé sa vie, mais comme quelqu'un avec une gentillesse discrète, inébranlable. Il ne se vantait jamais, ne lui rappelait jamais son passé. Il se présentait simplement avec des encouragements, de l'humour, un café quand elle était trop fatiguée pour parler. Leur lien s'approfondit de manière douce, tacite. Une marche tardive après un événement communautaire, un rire partagé sur une fournée de biscuits brûlés dans la cuisine d'essai. Il écoutait comme peu l'avait fait. Elle lui faisait confiance sans même s'en rendre compte. Un samedi après-midi, alors qu'Émilie terminait un déjeuner communautaire, elle remarqua une silhouette familière assise sur un banc sous les arbres. C'était Ruth, la femme âgée qui lui avait donné un sandwich un de ses jours les plus sombres. Émilie se précipita. « Je pense à vous tous les jours depuis. Vous m'avez sauvé. » Ruth sourit doucement. « Tout ce que j'ai fait, c'est nourrir une fille affamée. » Elles s'assirent ensemble, rattrapant le temps comme de vieilles amies perdues de vue. Puis Ruth rit, tapotant la main d'Émilie. « J'espérais que vous trouveriez le chemin vers David. » Émilie cligna des yeux. « Attendez, vous le connaissez ? » « Je devrais, » dit Ruth avec un éclat espiègle dans les yeux. « C'est mon fils. » Le monde vacilla légèrement. « Vous m'avez envoyé chez Carole. Vous saviez exactement ce que vous faisiez ? » Ruth hocha la tête. « David m'a parlé de la fille qui lui a donné $10 quand il n'avait rien. Il fallait que je la rencontre. Quand je l'ai fait, j'ai vu ce qu'il avait vu. Quelqu'un avec un cœur trop grand pour être ignoré. » Émilie s'adossa, abasourdie. « Tout ce temps, c'est drôle, n'est-ce pas ?» dit Ruth. Comment un petit acte de gentillesse peut créer des ondes plus grandes que ce que l'un ou l'autre aurait imaginé. Cette nuit-là, Émilie s'assit à côté de David dans le jardin sur le toit de la fondation, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles lointaines. Elle lui raconta tout sur Ruth, le sandwich, le moment où elle réalisa que leur chemin s'était entrelacé bien avant qu'il ne le sache. David écouta, puis prit sa main. « Je pensais que le destin n'était que des coïncidences auxquelles on donnait du sens, » dit-il. « Mais vous rencontrer, ça a changé ça. » Émilie le regarda, vraiment, et pour la première fois, elle se permit de croire en quelque chose de plus grand. Que peut-être sa souffrance n'avait pas été vaine. Que peut-être chaque nuit sans sommeil, chaque perte, chaque larme l'avait menée ici, à un but, à l'amour, à un avenir. Et à cet instant, tout se connecta. La gare trempée de pluie, le sandwich dans le parc, la soupe populaire, le van bleu roulant dans les rues oubliées. Tout menait à ceci, à son devenir. La ville vibrait de l'énergie du début du printemps quand David aborda le sujet. Il marchait dans un jardin communautaire au cœur du centre-ville, où le projet Main Ouverte s'était récemment associé à un refuge local pour fournir des repas et une formation professionnelle. Des enfants riaient en se poursuivant entre les rangées de légumes naissants. Des bénévoles discutaient autour de brouettes de terre. David avait été silencieux tout l'après-midi, une certaine réflexion dans les yeux. Alors qu'ils atteignaient le coin le plus éloigné du jardin, sous les branches arquées d'un magnolia en bourgeon, il parla enfin. « Émilie, on m'a proposé une nouvelle opportunité, dit-il doucement. Nous ouvrons un bureau satellite à New York. La fondation s'étend, et ils veulent que quelqu'un dirige l'initiative de sensibilisation urbaine. » Elle le regarda, le cœur suspendu. « Vous ?» Il hocha la tête. « Ils m'ont demandé de prendre le poste, mais je leur ai dit que je n'irais pas sans vous faire la même offre. » Son souffle se coupa. « Vous voulez que j'aille avec vous ? » « Oui, dit-il. Pour aider à diriger la prochaine phase de Main Ouverte. Nous pourrions atteindre plus de gens, bâtir sur tout ce que vous avez commencé, ensemble. » Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour du jardin, les gens, le soleil descendant juste derrière les toits. Son regard tomba sur une jeune femme aidant un vieil homme à trier des sachets de graines.
quelqu'un qu'Émilie avait rencontré lors de sa 2e semaine de bénévolat, quand elle-même n'était encore sûre de sa place. Cet endroit, cette ville, l'avait soutenue dans les pires moments de sa vie. Elle l'avait vu tomber et lui avait appris à se relever. « Je ne sais pas, dit-elle enfin. J'aime ce que nous construisons ici. Ces gens, ils ont été les premiers à croire en moi, à me faire une place. » David hocha la tête, non avec déception, mais avec compréhension. « Je pensais que vous diriez ça. »« Je ne dis pas non, » ajouta-t-elle vite. « Juste, je sens que je suis censé planter des racines ici encore un peu. Il y a encore du travail à faire. »« Je sais, » sourit-il, la voix douce. « C'est pourquoi je vous admire. » Ils s'assirent sur un banc proche, laissant le silence remplir l'espace entre leurs pensées. « Je suppose que c'est là que nos chemins se séparent, » dit Émilie. « Peut-être, » répondit David. « Mais seulement géographiquement. » Elle se tourna vers lui, les yeux cherchants. « Vous pensez qu'on peut faire fonctionner ça ? » « Je pense qu'on l'a déjà fait, » dit-il. « Vous et moi. Nous ne sommes pas seulement liés par un lieu. Nous sommes liés par ce en quoi nous croyons, par ce que nous avons traversé. Et nous continuerons à construire, dans des villes différentes peut-être, mais toujours ensemble, d'une certaine manière. » Elle sourit, un peu triste, mais profondément sûre. « Vous allez faire des choses incroyables là-bas. »« Vous aussi, » dit-il. Ici, ils firent un plan. David déménagerait à New York à l'automne. Émilie continuerait à diriger le projet Mains Ouvertes dans la ville qu'ils aimaient tous les deux. Ils resteraient connectés par des appels hebdomadaires, des initiatives communes, des visites et des textos tardifs remplis de nouvelles et de rêves. Leur histoire ne s'achevait pas. Elle évoluait simplement. Et alors qu'ils se tenaient sous l'arbre en fleurs, le vent soulevant des pétales dans l'air autour d'eux, Émilie savait une chose avec une clarté absolue. Elle ne le perdait pas. Il plantait simplement des graines dans des sols différents. 1 an plus tard, la ville avait changé. Ou peut-être qu'Émilie avait changé sa façon de la voir. Les rues ne ressemblaient plus à un labyrinthe de désespoir. Elles étaient pleines de sens, de possibilités, d'espoir. Le projet Mains Ouvertes était devenu bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Avec des itinéraires élargis, un réseau de bénévoles et une équipe de cuisine tournante, les unités mobiles servaient désormais plus de 2000 repas par semaine. Mais ce n'était pas seulement de la nourriture qu'ils offraient. C'était de la dignité, de la conversation, une connexion humaine. La presse nationale avait entendu parler du programme, et le mois dernier, elle avait volé à Washington pour accepter un prix au nom de l'équipe, une reconnaissance nationale pour l'innovation dans la sensibilisation communautaire. Debout au podium, sous les flashs et les clics des appareils photo, elle se souvenait du banc qui avait été son foyer, du sandwich d'une inconnue, des $10 qu'elle pensait avoir perdus pour toujours. Désormais, elle était directrice d'un centre de soutien aux sans-abri à part entière, un espace avec des douches, une formation professionnelle, des services de santé mentale et des salles de thérapie par l'art. Les mêmes mains qui avaient tremblé de peur tenaient maintenant les clés d'un endroit où les gens pouvaient recommencer. Et pourtant, chaque matin, elle commençait sa journée comme avant, à la cuisine, nouant un tablier, saluant les premiers arrivants par leur nom. À l'anniversaire de la fondation du centre, l'équipe organisa une célébration. Il y avait des ballons, une banderole qui disait « Un an de mains ouvertes » et des dizaines de photos accrochées sur une corde à linge, capturant des moments de repas partagés, de vies transformées, de sourires gagnés. Émilie arriva en retard, ayant rencontré des responsables municipaux pour élargir leur soutien financier. Elle entra dans la salle, le cœur plein, les yeux balayant la pièce. Puis elle le vit, David. Il se tenait près de la table de service, un bouquet de fleurs sauvages à la main et autre chose dans sa poche. Ses yeux rencontrèrent les siens, et soudain le bruit de la salle s'estompa. Il traversa la pièce lentement, souriant. Il semblait plus âgé, plus sage, et plus à sa place qu'elle ne l'avait jamais vu. « Salut » dit-il doucement. Elle rit à travers la brûlure soudaine des larmes. « Vous êtes revenu ? Je vous avais dit que je le ferais. » La salle se tut, comme si elle sentait quelque chose de plus qu'une réunion. David plongea la main dans sa veste et en sortit une petite boîte en velours. Mais avant de l'ouvrir, il sortit aussi un billet de $10 tout neuf, intact. « Je l'ai gardé avec moi, » dit-il, « pendant 1 an. Pas parce que je devais vous rembourser, mais parce que je devais me souvenir du moment qui a tout changé. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague simple, élégante. « Vous m'avez donné quelque chose que l'argent ne peut acheter.
La foi. Quand je n'avais rien à montrer. Laissez-moi passer le reste de ma vie à prouver que vous aviez raison. La salle retint son souffle. Émilie le fixa, muette. Les larmes coulaient librement maintenant, et elle ne tenta pas de les arrêter. Elle pensa à la fille qu'elle avait été, perdue, fatiguée, serrant un billet froissé sous la pluie. Elle pensa à l'homme en qui elle avait eu confiance, sans savoir qu'il deviendrait celui qui reconstruirait son monde. Oui, chuchota T.L. Oui. Les applaudissements éclatèrent autour d'eux, mais Émilie ne les entendit pas. Tout ce qu'elle sentait, c'était la chaleur de sa main dans la sienne, le battement de son cœur, et la vérité discrète qu'il avait portée jusqu'ici. Plus tard, alors qu'ils se tenaient sous les guirlandes lumineuses, regardant les gens qu'ils avaient aidés danser, rire et retrouver la joie, Émilie tint le billet de $10 dans ses mains une dernière fois. Elle sourit. Un peu de gentillesse, dit-elle à voix haute, peut être le début d'un miracle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage inoubliable d'espoir, de gentillesse et de seconde chance. L'histoire d'Émilie est un puissant rappel que même le plus petit acte de compassion, un simple billet de $10, peut créer des ondes à travers le temps et changer des vies d'une manière que nous n'imaginons jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits vrais qui inspirent, guérissent et réveillent l'âme. Nous croyons au pouvoir des histoires pour apporter de la lumière dans les coins les plus sombres, et votre présence ici signifie tout pour nous. À la prochaine, restez gentils, restez pleins d'espoir, et souvenez-vous, votre histoire compte, elle aussi.